Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Élise restait toujours silencieuse au fond de la salle, évitant les regards comme si croiser les yeux de quelqu'un pouvait déclencher une tempête. Elle avait appris à se fondre dans le décor, à devenir presque invisible, car dans son lycée parisien, les faibles ne survivaient pas longtemps. Ce jour-là, lorsqu'elle entendit la sonnerie annonçant le cours de sport, son estomac se serra, non pas à cause de l'exercice, mais à cause du lieu où il commençait, les vestiaires des filles, synonyme pour elle d'humiliation constante. 3 filles régnaient en maîtresse absolue sur cet endroit: Clara, la fille du proviseur, toujours impeccable et cruelle, Maëlle, mannequin amateur sur Instagram, et Justine, au rire méprisant qui transperçait les murs. Alors qu'Élise s'approchait de son casier, tentant de se faire petite, elle entendit derrière elle une voix cinglante: « Regarde qui voilà, la petite fantôme !» Avant même de pouvoir réagir, Maëlle se pencha pour ouvrir brusquement le casier d'Élise et lui arracha son sac des mains. Clara se glissa derrière elle et lui fit perdre l'équilibre, la poussant violemment sur le banc central, sous les rires étouffés de quelques autres filles présentes. « Tu vas adorer ce nouveau look !» lança Justine, sortant un vieux flacon rempli d'un liquide rose fluorescent. Élise cria instinctivement, mais Clara la plaqua contre le mur avec une force glaciale, tandis que Maëlle déversait le contenu du flacon sur son visage. Le liquide tachait immédiatement sa peau, créant un effet grotesque, un mélange de peinture et de honte qui la fit éclater en sanglots. Tout cela fut filmé, bien sûr. Justine tenait son téléphone en main, riant tout en cadrant le visage désespéré d'Élise. La nouvelle star du lycée, ironisa-t-elle, en partageant aussitôt la vidéo sur Snapchat avec le hashtag Élise la clown. Les autres filles éclatèrent de rire, certaines filmant aussi, d'autres simplement témoins silencieux, complices dans leur mutisme. Élise, humiliée, le visage couvert, s'échappa du vestiaire en courant, les larmes brouillant sa vision. Aucun adulte ne réagit. Le professeur de PS était absent, et la surveillante jetait un œil distrait à son portable dans le couloir. En moins d'1 heure, la vidéo avait circulé dans toutes les classes, atteignant même d'autres lycées grâce au groupe WhatsApp. Élise, assise dans les toilettes du 2e étage, regardait son reflet, un visage recouvert de taches roses, une mèche trempée de produit collée à la joue, et dans ses yeux, une douleur si profonde qu'elle semblait ancienne. Son téléphone vibrait sans cesse, moquerie, même, gif. Elle ne répondit à personne. Elle appela sa mère, mais ne parvint à prononcer aucun mot, seulement des sanglots étouffés. Madame Laurent, sa mère, comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé, mais lorsqu'elle contacta le lycée, la réponse fut sèche. « Il n'y a pas eu de témoin direct, madame. Nous ne pouvons rien faire. » Les vidéos? Des montages selon les responsables. Encore une fois, l'administration protégeait les enfants des parents influents. Élise ne retourna pas en cours le lendemain, ni les jours suivants. Le silence se fit autour d'elle, un silence lourd, douloureux, mais différent. Elle n'était plus seulement brisée, elle se sentait vide. Mais dans ce vide, une idée germa. Elle se coupa des réseaux sociaux, effaça ses comptes, éteignit son téléphone et passa ses journées enfermée dans sa chambre, à écrire. Elle remplissait des carnets de pensées, de souvenirs, de fragments de douleur qu'elle n'avait jamais exprimés. Un soir, alors que sa mère lui apportait un bol de soupe, Élise leva les yeux et murmura « Je veux apprendre à parler ». Pas dans le sens classique. Elle voulait apprendre à s'exprimer, à raconter, à hurler sa vérité d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Le lendemain, elle s'inscrivit à un atelier de théâtre dans un centre culturel du 11e arrondissement. Le premier jour, elle resta dans un coin, observant les autres. Mais le professeur, un homme barbu et chaleureux nommé Hugo, s'approcha d'elle et lui dit « Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu as juste besoin d'être vrai. » Cette phrase résonna comme une promesse. Et pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit qu'elle n'était pas seule. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais une chose était certaine, elle allait revenir. Pas pour pleurer. Pas pour se venger. Mais pour que plus jamais, personne n'ose lui faire taire sa voix.
Les jours suivants furent une succession d'heures silencieuses et de nuits trop longues, pendant lesquelles Élise se recroquevillait dans son lit comme si les murs de sa chambre étaient les seuls à pouvoir la protéger du monde extérieur, celui qui avait ri pendant qu'on lui volait sa dignité. Elle ne retourna pas au lycée, pas même pour récupérer ses affaires, elle demanda à sa mère d'envoyer un mot d'excuse, bien que le mot excuse n'ait jamais paru aussi inadéquat pour décrire ce qu'elle traversait. Les vidéos circulaient encore, mais elle les ignorait, elle avait supprimé toutes ses applications, changé de numéro, coupé Internet sur son téléphone, elle avait besoin de silence, pas seulement autour d'elle, mais surtout en elle. Chaque matin, elle ouvrait un nouveau carnet et écrivait, parfois des pages entières, parfois une seule phrase répétée 10 fois, « Je ne suis pas ce qu'elles disent que je suis ». Son visage, encore marqué de traces rouges et de petites lésions du haut liquide qu'on lui avait jeté, la hantait chaque fois qu'elle passait devant un miroir, si bien qu'elle finit par les recouvrir d'un tissu noir. Ce fut sa mère, Madame Laurent, qui proposa un jour de l'amener à une séance de théâtre pour voir, sans obligation, dans une petite salle associative du quartier, un endroit chaleureux où les murs étaient couverts de graffitis colorés et de phrases inspirantes. Élise accepta sans vraiment savoir pourquoi, peut-être parce qu'elle n'avait rien à perdre, ou peut-être parce qu'au fond, une minuscule partie d'elle voulait encore exister, ne serait-ce qu'un peu. Le professeur, Hugo, fut immédiatement frappé par sa présence discrète et la manière dont elle évitait les regards tout en écoutant chaque mot avec une intensité rare. Lors des premiers cours, Élise ne parlait pas, elle écoutait, observait, absorbait. Puis, un jour, il lui tendit un monologue de Phèdre, une tirade remplie de douleur et de passion contenue, et elle lut, d'une voix faible mais tranchante comme une lame. Tous se turent. Ce fut le premier moment où Élise sentit le pouvoir de sa propre voix, même chuchotée. Ce jour-là, elle rentra chez elle avec le texte contre sa poitrine, comme une flamme qu'on protège du vent. Dès lors, le théâtre devint son refuge, non pas parce qu'elle voulait devenir actrice, mais parce que jouer, c'était respirer autrement, c'était pouvoir crier sans hurler, pleurer sans larmes, et dire sa vérité sans que personne ne puisse l'interrompre. Elle s'inscrivit aussi à un cours de self-défense, sur les conseils d'Hugo, qui lui dit un soir, après un exercice d'improvisation, « Ton corps aussi a le droit de parler ». Le dojo était modeste, avec un sol en mousse et une instructrice nommée Samira, ancienne championne de jiu-jitsu, au regard calme et intransigeant. Au début, Élise avait peur même de lever les bras, chaque mouvement lui rappelait l'agression. Mais Samira l'encourageait avec patience, en lui répétant que la force ne réside pas dans les coups, mais dans la capacité à tenir debout. Peu à peu, son corps se redressa, ses épaules cessèrent de s'affaisser, et ses pas devinrent plus ancrés. Le miroir de la salle de danse, autrefois insupportable, devint un témoin silencieux de sa résurrection. Chez elle, elle recommença à ouvrir les rideaux, à mettre de la musique, à cuisiner des petits plats avec sa mère, pas parce qu'elle allait bien, mais parce qu'elle voulait aller mieux. Un soir, elle tomba sur un fichier audio enregistré sans qu'elle s'en souvienne, un extrait de sa lecture de Phèdre, sa propre voix, tremblante mais vibrante. Elle l'écouta 5 fois, puis alluma son ordinateur et lança un logiciel de montage audio. Elle coupa les blancs, ajouta une musique douce en fond, puis partagea l'extrait de manière anonyme sur une plateforme d'écoute pour comédiens débutants. Le lendemain, elle reçut plusieurs messages. « Qui es-tu? Ta voix m'a bouleversée. Merci pour ces mots. » Ces retours furent un électrochoc. Élise comprit que sa douleur, transformée en art, pouvait toucher d'autres âmes blessées. Elle décida alors de créer un compte TikTok anonyme sous le pseudonyme @voix oubliée, où elle postait chaque soir un court texte qu'elle récitait à voix basse, souvent dans le noir ou en fixant la flamme d'une bougie. Les vidéos devinrent virales. Pas immédiatement, mais peu à peu. D'autres jeunes filles, et même des garçons, commencèrent à commenter « C'est moi. J'ai vécu la même chose. Continue. » Chaque mot d'encouragement devenait une brique de plus dans la reconstruction d'Élise. Elle créa un petit carnet numérique intitulé Projet « Je parle », dans lequel elle notait ses idées, parler dans les écoles, créer des espaces de parole, monter un spectacle témoignage. Elle n'était plus la fille humiliée dans le vestiaire, elle devenait une voix. Un soir, après une répétition intense, Hugo lui proposa de participer à un concours régional de monologue organisé au Théâtre du Nord-Ouest. Elle refusa d'abord, par peur, puis accepta, non pour gagner, mais pour reprendre ce qui lui avait été volé.
Pendant que Clara, Maëlle et Justine continuaient de poster leurs selfies et stories comme si rien ne s'était passé, Élise construisait dans l'ombre quelque chose de bien plus puissant. Elle n'allait pas revenir pour faire du bruit. Elle allait revenir pour que personne n'ose plus jamais se taire. Le jour du concours arriva sans prévenir, comme s'il avait bondi d'un recoin de l'univers juste au moment où Élise commençait enfin à croire qu'elle pouvait exister sans se cacher, et dès l'aube, Paris paraissait différent à ses yeux, plus vaste, moins menaçant, presque complice de ce qui allait se passer. La scène du théâtre du Nord-Ouest n'était pas immense, mais elle avait ce je ne sais quoi de sacré, un lieu où les âmes se mettent à nu, et lorsqu'Élise posa son pied sur les planches pour la répétition générale, elle sentit sous ses semelles l'écho de 1000 voix passées. Elle portait une robe bleu nuit, simple, élégante, cousue par sa mère à la main avec des broderies fines aux poignets, et ses cheveux, autrefois attachés nerveusement, retombaient cette fois doucement sur ses épaules. Dans la salle, Hugo était là, assis au 3e rang, les mains croisées et les yeux brillants, tandis que Samira, debout contre le mur du fond, la regardait avec fierté, bras croisés et menton haut. Élise se tenait face au public, mais dans son esprit, elle était face à Clara, Maëlle et Justine, même si elle n'était pas là physiquement, leur regard, leur rire, leur téléphone levé, tout était encore vif en elle. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis ouvrit la bouche. Et là, le silence devint matière. Elle ne récitait pas son texte, elle le vivait, le transmettait avec une vérité qui vibrait dans chaque mot, elle racontait l'histoire d'une fille qu'on avait privée de voix, ridiculisée, abîmée, mais qui s'était reconstruite à partir des ruines qu'on lui avait laissées. Son monologue, écrit par elle-même, était un flot d'émotions brutes mêlées à des métaphores fines et puissantes. Elle parlait de la douleur comme d'un fil de fer dans la gorge, du silence comme d'une prison sans mur, de la renaissance comme d'un cri qu'on n'ose pas encore pousser. Le public, composé d'inconnus, de curieux, de professionnels du théâtre, restait suspendu à ses lèvres, incapable de détourner le regard. À la fin, elle termina par ces mots : « Je ne suis pas revenue pour qu'on me voie. Je suis revenu pour qu'on m'écoute. » Et durant quelques secondes, le silence persista, non pas par malaise, mais parce que personne n'osait respirer de peur de briser ce moment suspendu. Puis, l'ovation se leva comme une vague, puissante, sincère, dévastatrice. Les jurés aussi se levèrent. Élise ne souriait pas, elle était encore dans son personnage, ou plutôt dans sa vérité. Elle salua simplement, les yeux légèrement embués, puis descendit de scène sans un mot, les jambes tremblantes mais le cœur solide. Ce soir-là, la vidéo de son passage fut enregistrée par l'équipe du théâtre et, avec son accord, publiée sur les réseaux de la salle. Le lendemain, elle était partout. Les journaux locaux titraient « Une voix pour les oubliés » et ces réseaux anonymes virent leurs abonnés doubler, tripler, exploser. Parmi les milliers de commentaires, un l'interpella : « Tu m'as donné la force d'ouvrir la bouche aujourd'hui. Merci. » À ce moment précis, Élise comprit que le monologue n'était que le début. Quelques jours plus tard, à la surprise générale, elle se présenta au lycée pour la première fois depuis l'agression. Elle entra dans le hall principal, silencieuse, droite comme une colonne grecque, et tous les regards se tournèrent vers elle comme si une étoile venait de traverser la verrière. Clara, Maëlle et Justine étaient là, assises près des escaliers, leur téléphone à la main, figés. Élise ne les regarda pas directement, mais elle sentit leur gêne, leur trouble, leur peur presque palpable. Elle n'avait pas besoin de les affronter, sa présence les pulvérisait déjà. Un enseignant s'approcha timidement, visiblement embarrassé, et tenta un sourire maladroit : « Tu veux reprendre les cours ?» Et elle répondit calmement : « Non, je viens juste leur rappeler que je suis encore là. » Puis elle sortit du sac un flyer soigneusement imprimé : « Atelier d'expression, mots libres tous les mercredis, 17h, salle polyvalente. Ouvert à tous. » Elle le colla sur le panneau d'affichage, sous les yeux ébahis de plusieurs élèves, puis tourna les talons et quitta l'établissement avec la lenteur d'une reine. Dans les jours qui suivirent, plus de 30 élèves s'inscrivirent à l'atelier. Le proviseur, d'abord sceptique, donna finalement son soutien officiel. Et Élise, semaine après semaine, transformait cette salle polyvalente en sanctuaire des voix brisées. Elle n'était plus une élève silencieuse. Elle était un catalyseur. Une preuve vivante que les cicatrices n'étaient pas la fin de l'histoire. C'était le début de la voie. Les semaines passaient,
et chaque mercredi, la salle polyvalente de l'école devenait un véritable refuge pour ceux qui, comme Élise, avaient longtemps appris à se taire. Certains y venaient pour parler, d'autres juste pour écouter, mais tous trouvaient dans ces rencontres un écho à leur douleur, et surtout, la permission d'exister pleinement. Le projet Mots libres, initié par Élise, ne tarda pas à sortir du cadre scolaire, des professeurs d'autres établissements prirent contact, des parents intrigués assistèrent aux séances, et une association de lutte contre le harcèlement scolaire proposa à Élise de collaborer pour créer un programme pilote à échelle nationale. Ce qui avait commencé comme une réponse personnelle à l'humiliation devint rapidement un mouvement collectif, et peu à peu, le nom d'Élise commença à circuler bien au-delà des murs du lycée, comme celui d'une adolescente qui avait transformé sa cicatrice en drapeau. Lorsque le ministère de l'Éducation lança une campagne de sensibilisation en ligne, c'est son visage qu'ils choisirent pour incarner le courage de parler. Pendant ce temps, Clara, Maëlle et Justine tentaient de reprendre leur vie d'avant, mais rien n'était plus comme avant. Les regards complices dans les couloirs avaient disparu, les invitations aux soirées aussi, et dans leur cercle d'amis, des silences lourds s'étaient installés, nourris par la honte et le malaise. Aucun professeur ne les pointait du doigt, aucune sanction officielle n'avait été prise, mais elles comprenaient désormais que leur pouvoir avait fondu comme neige au soleil. L'ironie du sort voulut que ce soit Justine qui tenta la première de rejoindre un atelier Mots libres, envoyant un message anonyme à Élise pour lui demander si elle serait acceptée. Élise mit longtemps à répondre. Puis elle écrivit « Si tu viens pour écouter, tu es la bienvenue. Si tu viens pour te faire pardonner, ce n'est pas le bon endroit. » Le mercredi suivant, Justine était là. Assise au fond, silencieuse, les yeux baissés. Elle ne parla pas, mais elle resta jusqu'à la fin. À la fin de la séance, elle s'approcha lentement d'Élise, qui l'attendait debout, droite, sans un mot. Justine murmura simplement « Je ne savais pas à quel point je t'avais détruite. » Et Élise, après une longue pause, répondit « Ce n'est pas moi que tu as détruite. C'est ce que j'étais. Ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui m'y as poussé, sans le vouloir. » Ces mots, loin d'être un pardon, furent un miroir brutal, mais juste. Peu après, Élise fut invitée à participer à une émission de télévision nationale, dans laquelle elle raconta son histoire, non pas comme une victime, mais comme une survivante, une leader, une voix. Les messages affluèrent de partout, des jeunes du Canada, de Belgique, de La Réunion, racontaient à leur tour leurs propres histoires d'humiliation et de renaissance. Certains commençaient leur message par « Grâce à toi ». Ce fut alors qu'elle comprit que sa revanche n'était pas celle que les gens attendaient. Elle ne consistait pas à humilier celle qui l'avait blessée, ni à obtenir justice par le système. Sa revanche, c'était d'avoir brisé le cercle. D'avoir pris un acte de violence et de l'avoir retourné pour en faire un acte de création. À la fin de l'année, une grande conférence fut organisée à l'Hôtel de Ville de Paris sur le thème « La parole des jeunes, arme contre le silence ». Élise y fut la plus jeune intervenante, et lorsqu'elle monta sur scène, vêtue simplement d'un jean et d'un pull gris, elle ne portait aucun maquillage, aucune fioriture, elle portait juste sa vérité. Elle parla sans notes, debout face à une centaine d'adultes en costume, et dit « Il n'y a pas de monstre plus dangereux que celui qu'on laisse grandir dans le silence des couloirs d'un collège. J'ai été cette proie. Je suis devenu un phare. » La salle fut figée. Puis vint l'applaudissement. Ce soir-là, en rentrant chez elle, sa mère lui tendit un vieux miroir qu'elle avait recollé, celui qu'Élise avait brisé au lendemain de son agression. Elle y vit son reflet, pour la première fois sans détourner les yeux. « Je te reconnais enfin » murmura-t-elle à elle-même. Quelques jours plus tard, un message inattendu arriva dans sa boîte mail. Une maison d'édition voulait publier ses textes, ceux qu'elle partageait sur son compte @voix oubliée. Le livre, intitulé Une voix sur la peau, devint un symbole, un outil pédagogique utilisé dans plusieurs académies. Lors de la cérémonie de remise des prix de la jeunesse citoyenne, Élise fut ovationnée et le maire de Paris lui remit une médaille, mais elle déclara simplement « Ce n'est pas une fin. C'est un début. Pour moi, pour les autres. » Dans les couloirs du lycée, une affiche était désormais encadrée dans la salle des professeurs « Ne laissez pas le silence faire le travail des bourreaux ». Elle y avait ajouté sa signature en bas à droite. Ce que Clara, Maëlle et Justine lui avaient fait, elle ne l'avait jamais vraiment payé, mais elle l'avait vu devenir quelqu'un. Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu être.
et c'était ça, la véritable revanche. Pas le cri. Mais l'écho.